Nouvelle édition sur RTI 1. Bonsoir à tous, on regarde les titres de ce journal. En marge des journées du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a visité quelques plantations d'EVA. Dans la localité de Dabou, il est allé voir de près la culture et ses dérivés. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural était accompagné de plusieurs investisseurs étrangers. Dans cette édition, nous parlerons aussi de l'Abissa 2024, un événement culturel de référence qui traverse le temps. Lors de la journée des partenaires, la radiodiffusion télévision ivoirienne a été primée pour son soutien à la culture ivoirienne, à l'Abissa et donc au peuple Nzima, un prix pour sa grande contribution au patrimoine culturel de ce peuple du Sud Comoé. Et puis nous irons aux États-Unis où Kamala Harris et Joe Biden jettent leur dernière force dans la bataille pour la présidentielle. Républicains et démocrates seront appelés aux urnes pour les départager dans 48 heures. Les Américains éliront non seulement leur président, mais aussi leur vice-président, les 34 membres du Sénat, mais aussi les 435 membres de la Chambre des représentants. Nous serons au cœur de l'ambiance avec notre envoyé spécial, Michel Digré. Merci de regarder RTI 1 et on démarre ce journal avec une note d'agriculture afin de mieux s'imprégner de la chaîne de culture de l'EVA à la production des dérivés, principalement le caoutchouc naturel. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, s'est rendu dans la région des Grands Ponts, à Dabou, plus précisément Kobena Kwasi Adjoumani, a découvert des usines et des plantations exploitées par des Ivoiriens. Il était accompagné de plusieurs investisseurs étrangers. Le commentaire de Walter Amadou Ouattara. En hommage à la première édition des Journées nationales du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, accompagné de partenaires asiatiques et européens, visite plusieurs plantations d'EVA à Dabou. Kobena Kwasi Adjoumani explique à ses hôtes du jour le processus de fabrication de cette matière, de la récolte à la transformation dans les usines. Les investisseurs sont également informés que l'industrialisation du caoutchouc est un pan de la politique de modernisation du secteur agricole initiée par le président de la République, Alassane Ouattara. Il faut que de temps en temps, nous sortions pour voir ce dont les Ivoiriens sont capables. En tant que ministre de tutelle, de toutes ces structures que nous avons pu voir, j'ai pu dire que la Côte d'Ivoire est en marche. Le président Alassane Ouattara est conscient de ce que la plus-value de nos produits doit rester. C'est pour cela qu'il a accordé des faveurs à tous ceux qui veulent investir en Côte d'Ivoire. En tout cas, bravo, 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 et on est fiers des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain producteur d'EVA avec plus de 1 600 000 tonnes par an et le troisième au niveau mondial avec une part de production de 12%. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'installation officielle des directeurs des pôles étudiants entrepreneurs est officielle depuis hier samedi à l'Université polytechnique de San Pedro. L'activité a été pilotée par l'Observatoire professionnel des diplômés de l'enseignement supérieur. Plusieurs responsables académiques ont pris part à la séance. On retrouve le commentaire de Patricia Omouitia. Cette initiative vise à doter les établissements d'enseignement supérieur d'outils pour soutenir l'employabilité des jeunes diplômés. Le professeur Koulibaly Djakaridja, directeur de l'Observatoire de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a précisé le rôle des directeurs des pôles étudiants entrepreneurs. Ces 20 étudiants promoteurs qui sont en incubation vont bénéficier d'un financement moyen de 10 millions de francs par projet. Et même il a été indiqué par le coordonnateur de ce projet que certains projets pourraient financer jusqu'à hauteur de 30, 40 à 50 millions. Pour le président de l'Université polytechnique de San Pedro, l'installation de ces pôles a pour objectif de renforcer cette politique d'insertion en offrant aux étudiants un espace dédié à l'innovation. Selon le professeur Kwaku Kwame Lansina, représentant le ministre Adama Diawara, cette installation des nouveaux directeurs marque une nouvelle étape de l'engagement du ministère en faveur de l'insertion professionnelle en Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara,
accorde une priorité absolue à l'éducation, à la formation et à l'emploi des jeunes. Vous conviendrez avec moi que dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des investissements importants ont été consentis en termes d'infrastructures et d'équipements de pointe, accélérant le rythme de réalisation des projets structurants en vue de renforcer la qualité et la compétitivité de notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Afin de faciliter leur mission, les directeurs des pôles étudiants entrepreneurs ont reçu du matériel de bureau. Les pôles étudiants entrepreneurs redéfinissent les perspectives de carrière pour les diplômés ivoiriens. On reste à l'intérieur du pays pour parler de ce projet de restructuration d'Adjé Yaoukro, un quartier-village de la ville de Bouaké qui avait soulevé la semaine dernière une vive tension entre les habitants et les forces de l'ordre. L'on avait alors relevé de nombreux blessés et des dégâts matériels. Dans une optique de consolidation de la paix, le maire de Bouaké, Amadou Koné, s'est rendu dans le village pour tenter d'apaiser les tensions. En présence de la chefferie du village, le ministre des Transports a expliqué les objectifs du projet. Amadou Koné a invité les habitants à la non-violence et à une collaboration constructive. On en parle avec Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Un litige foncier a mis à mal le climat social à Adjé Yaoukro, un quartier-village de la commune de Bouaké. On dénombre plusieurs blessés et des dégâts matériels. Le maire de la commune de Bouaké, le ministre Amadou Koné, est venu à la rencontre de ces populations. En présence de la chefferie villageoise, le ministre explique les enjeux importants du projet à la base du conflit. Un projet qui pourtant est conçu pour un mieux-être des populations. Tout en promettant de trouver des solutions pour satisfaire toutes les parties, le projet de restructuration du village qui s'inscrit dans le cadre du programme Bouaké Nouveau a été décidé en 2021 en accord avec les propriétaires terriens. La mise en œuvre de ce projet de développement, selon le maire, devra se faire en tenant compte des intérêts des populations de Adjé Yaoukro. Nous allons continuer à travailler avec l'ensemble des acteurs pour que nous arrivions donc à réaliser ce projet de restructuration dans de bonnes conditions. Mais il est important que nous fassions en sorte que la dynamique dans laquelle nous sommes avec le président de la République, le président Alassane Ouattara, le développement du pays, que cette dynamique-là touche à tout le monde. Une visite de proximité saluée par la population. Le ministre est venu, on s'est entendu, on a bien discuté, on attend la suite. Le projet de restructuration d'Adjé Yaoukro permettra l'aménagement de routes, la construction de centres de santé, d'un château d'eau et d'autres infrastructures de base nécessaires. C'est par une visite guidée du village que la rencontre a pris fin. Et ici, à Abidjan, le district poursuit ses opérations d'assainissement. Dans la commune d'Adjamé, des occupants anarchiques et illégaux ont été sommés de quitter le quartier de la Liberté et celui des 220 logements. Des bulldozers et des tractopelles sont vite arrivés sur les lieux. Le témoignage d'Amidia Rassouba et Kinimboa. L'opération d'assainissement menée par le district autonome d'Abidjan continue. Les secteurs d'Adjamé Liberté et des 220 logements n'échappent pas à cette action. Commerçants ambulants, les propriétaires de magasins anarchiques sommés de quitter les lieux. Une initiative qui suscite des interrogations de la part de ces occupants illégaux. On l'a demandé, ils disent qu'eux ne peuvent pas rentrer dans notre cité si on ne leur a pas donné l'ordre. Ils ont reçu une pétition. Parmi nous, il y a beaucoup d'étudiants. Donc, ils essayent de nous aider aussi. Face aux conséquences de l'occupation illégale de leur quartier, le conseil de la coordination des syndicats du Grand 220 avait émis une requête pour plusieurs motifs d'ordre sécuritaire. Ce déguerpissement, c'est à deux volets. Nous, au niveau du Grand 220, des cinémas de liberté à Fraternité Matin, nous nous sommes plaints par rapport aux désordres autour des 5 tours, des 5 étages là qu'on appelle éco-tours, les 5 tours. Alors, le mur qui nous sépare de la route, le long de ce mur-là est occupé par des gens illicitement. Et ça perturbe la quiétude des résidents des tours, là, surtout très tard la nuit. Nous, on les a dit que vraiment, si on peut nous débarrasser autour de nos murs-là. Pour les commerçants impactés par cette action, le coordinateur rassure. Le représentant du district a fait savoir que ceux qui ont été impactés ne vont pas perdre. À leur niveau, ils ont recensé. Nous avons recensé. Il dit qu'il va confronter les listes
pour voir une liste exacte, pour voir ce qu'il peut faire pour ceux qui sont impactés. Cette opération d'assainissement vise à donner aux communes du district autonome d'Abidjan son lustre d'aton. On s'intéresse maintenant au magazine du dimanche du 16 au 18 octobre dernier. Abidjan a accueilli le Symposium international de la médiation. C'est la toute première fois que ce colloque s'exporte. En quoi consiste-t-il? Qui en sont les principaux acteurs? Et pourquoi sa tenue en Côte d'Ivoire? Des éléments de réponse avec le président de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Yannick Dogo-Kwasi était ce dimanche l'invité d'Herman Guivet. On l'écoute. Le bilan, déjà, c'est que notre pays rentre par la grande porte dans ces pays, voilà, qui utilisent la médiation. Aujourd'hui, on peut se vanter de faire partie de la cour des grands au niveau justement de la médiation. Et c'est aussi une certaine façon pour ces organisateurs de faire la reconnaissance à notre pays. Désormais, nous comptons dans le monde de la médiation. Pendant ce symposium, on a beaucoup appris, et ça c'est très très important. On est suffisamment armés désormais pour embrasser tous ces dossiers qui vont nous venir. Parce qu'entre-temps, on a échangé avec nos confrères qui viennent d'autres pays, qui ont très souvent les mêmes difficultés que nous, etc., mais peut-être qui ont des approches, j'allais dire, différentes. Donc tout ça, ça a été des éléments qui sont venus enrichir notre intellect. Le professeur Amoy Urbain a fait une présentation sur la diplomatie coutumière en matière de règlement de conflits. Il était là ce jour-là pour nous enseigner comment traditionnellement on réglait nos conflits. La médiation en entreprise. Vous voyez, aujourd'hui en entreprise, on travaille, il y a des difficultés, il y a des problèmes qu'il faut les régler. Donc j'ai essayé d'expliquer un peu comment est-ce qu'on peut le régler par une discipline qui est très importante chez nous qu'on appelle la qualité relationnelle. Voilà, la qualité relationnelle, c'est quand on rentre en entreprise, enseigner à tous ceux qui sont dans l'entreprise certaines façons de se comporter. De telle sorte que oui, il n'y ait pas de conflit, ou bien qu'il y ait moins de conflits. C'est ce qui fait la différence justement entre la médiation et la médiation professionnelle. La médiation intervient dans tout type de conflit, parce que vous savez, quand le médiateur est formé, il est formé pour ça. Il a tous les arguments qu'il faut, les éléments qu'il faut pour intervenir dans tout type de conflit. On change maintenant de sujet avec le premier coordonnateur adjoint du RHDP pour la commune de Yopougon qui fait de la révision de la liste électorale sa priorité. Adama Diawara a rencontré ce dimanche au 3 novembre la population de cette grande agglomération. Les échanges ont porté sur la question de l'enrôlement de nouveaux majeurs et la révision de la liste électorale. Olivier Kra, à Midi Arasuba. À une semaine de la clôture de la révision de la liste électorale pour octobre 2025, le premier coordonnateur adjoint du RHDP de Yopougon est sur le terrain. Le ministre Adama Diawara encourage et invite les populations et primo-votants de la commune à s'inscrire massivement sur la liste électorale en cours. 2025, c'est maintenant. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. C'est pour cela que le RHDP s'est mis en ordre de bataille. Et actuellement, nous sommes en train de nous battre sur le terrain pour que nous puissions enregistrer le maximum de primo-votants sur la liste électorale. Nous allons faire en sorte que très rapidement, nous puissions enregistrer le maximum de primo-votants sur la liste électorale. Des primo-votants évidemment RHDP, militants RHDP ou à tout le moins sympathisants du RHDP. Pour l'équipe en charge de la mobilisation des jeunes RHDP de Yopougon, l'appel du premier coordonnateur adjoint sonne comme un appel des cadres à impliquer la jeunesse dans la mobilisation du parti. Notre souhait, c'est que la CEI puisse prolonger encore cette date pour permettre à tout le monde de s'inscrire sur la liste électorale. Notre ministre nous a mis en mission, nous avons saisi le message, de ce pas nous serons sur le terrain pour que le RHDP puisse gagner à Yopougon en 2025. Face aux besoins urgents de documents administratifs exprimés par certains primo-votants, le ministre Adama Diawara a mis en place un comité de pilotage pour faciliter l'opération d'enrôlement. Une opération de révision de la liste électorale qui ne connaît pas d'engouement dans la région du Boclé. Dans le département de Fresco, par exemple, les agents recenseurs se tournent le pouce. Les nouveaux majeurs sont à la traîne et l'opération prend fin le 10 novembre prochain. Un manque d'intérêt qui a poussé le coordonnateur du RHDP à mener des visites de terrain. Le constat de Sam Conan. Le ministre-gouverneur Philippe Légré en tournée dans les hameaux, campements et villages du département de Fresco. Il s'agit de connaître les raisons du peu d'engouement, surtout chez les nouveaux majeurs. Le premier jour, on n'a pas eu de requérants. Hier, par exemple, on n'a pas eu de requérants. Aujourd'hui, depuis matin, on n'a eu qu'un seul requérant. Depuis le 19 octobre, nous avons eu 7 requérants, 3 qui veulent changer de lieu de vote
et 4 nouveaux majeurs. À vrai dire, c'est lent. Les chiffres ne sont pas bons, estime le coordonnateur principal RHDP du Boclé. Autre volet de cette tournée, des séances de sensibilisation pour amener les populations à comprendre la nécessité de participer à cette révision de la liste électorale, surtout au niveau des nouveaux majeurs. Mettez votre nom sur la liste. Parce que si vous aimez quelqu'un, vous dites que vous aimez le président Ouattara qui a envoyé le goudron. Mais on dit on va aller voter, et puis ton nom n'est pas dedans. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Opération réussie, puisque séance attenante, plusieurs jeunes en âge de voter sont allés chercher leurs documents pour se faire inscrire. J'ai envoyé mes papiers. En tout cas, il y a longtemps, il y a les papiers, mais j'ai rencontré le ministre Légré. C'est lui qui m'a motivé d'aller m'enrôler. Je ne sais pas, il y avait mes pièces, mais pour me faire enrôler, là, il y avait l'appareil, je ne sais pas, mais c'est quand le ministre est venu, il m'a motivé. Voilà, donc il y a eu le courage de m'enrôler. En dépit de tout ce que nous avons lancé comme message, eh bien, il y a une timidité dans l'opération. Et c'est pourquoi je passe partout pour demander à tous ceux qui veulent voter le président Ouattara, eh bien, de s'inscrire sur la liste électorale. Jeunes de 18 ans, de nouveaux majeurs, ou bien des personnes qui sont pas de nouveaux majeurs, mais sont des primo-votants. Des équipes ont été constituées pour poursuivre la sensibilisation afin de faire inscrire tous les nouveaux majeurs avant le 10 novembre 2024. Un mot de culture pour continuer avec Jean-Claude Kouassi, le ministre gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama et des responsables de l'INSAC qui viennent de signer un partenariat. L'accord soutenu par le ministère de la Culture et de la Francophonie vise à encourager les échanges culturels. À terme, il devrait faire des régions du Béquet et du Hambol des pôles d'attractivité économique, touristique et culturelle. Un reportage de Serge Pacom Didi, commenté par Khalil Dumandé. L'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, et le district autonome de la vallée du Bandama s'accordent à travers cette signature de convention à collaborer en matière de projets de développement culturel. Ce partenariat permettra à l'INSAC de mettre en lumière son expertise, son savoir-faire, mais aussi il permettra à nos étudiants, à nos enseignants aussi, d'aller regarder le riche patrimoine du district autonome de la vallée du Bandama. Pour le ministre gouverneur Jean-Claude Kouassi, ce partenariat contribuera à faire des régions du Béquet et du Hambol des pôles d'attractivité économique, touristique et culturelle. Ce partenariat bénéficie également du soutien du ministère de tutelle. Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie se réjouit de ce rapprochement. Elle souhaite ardemment que le partenariat formalisé ce jour vive et dure dans le temps, qu'il soit surtout fécond et apporte de la valeur ajoutée aux missions et activités dévolues à l'INSAC et à l'entité territoriale qu'est le district autonome de la vallée du Bandama. Ce que nous avons de mieux dans le district de Béquet et du Hambol, l'INSAC va nous aider à le valoriser et à le promouvoir. Et ce que l'INSAC fait de mieux ici également, nous allons essayer de le faire connaître dans notre district, dans nos régions, dans nos départements. Autre articulation de cette signature de convention, la présentation du film institutionnel de l'INSAC à la délégation du district autonome de la vallée du Bandama et une visite guidée de la galerie Christian Latier. Culture toujours avec la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI qui était à l'honneur et à l'occasion de la journée des partenaires de l'Abissa. La télévision nationale publique a été distinguée pour sa contribution de plus de 20 ans dans la promotion et la valorisation du patrimoine culturel du peuple Nzima, notamment de l'Abissa. C'est le roi de Nzima lui-même qui a tressé des lauriers à la télévision nationale. Retour sur le temps fort de cette cérémonie de reconnaissance avec Davis Oyo. Depuis le samedi 19 octobre, plusieurs activités culturelles ont démarré à Grand Bassam pour l'Abissa. L'Abissa bat son plein à Grand Bassam, la cérémonie de matérialisation de la résolution des différends et de l'exigence du pardon. Le mercredi dernier, il a été dédié aux femmes Nzima. La radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, est célébrée à l'édition 2024 de l'Abissa. La RTI reçoit un diplôme pour la promotion de la culture Nzima à travers la qualité de ses productions audiovisuelles.
audiovisuel. L'institution est surtout récompensée en raison de son accompagnement depuis plus de 20 ans à la valorisation de l'Abissa. La RTI et la culture font un. Et là, il me souvient des propos du directeur général lors d'une rencontre informelle qui disait comme ça que les Ivoiriens aiment se voir dans leur télévision. Ça, c'est l'une des missions premières de la RTI et c'est ce que nous nous efforçons de respecter en couvrant les activités socio-culturelles notamment. 34 autres institutions et entreprises partenaires de l'Abissa sont également récompensées. Les rois Nzima du Ghana et le roi d'Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire, Aoulaye Amontanoé, en phase avec l'association Abissa, félicitent la RTI et les autres partenaires pour leur dévouement au rayonnement de la culture Nzima, en l'occurrence l'Abissa. Je pense que quand vous organisez une manifestation et que cette manifestation dépasse le cadre de votre peuple et que d'autres institutions, entreprises vous accompagnent et qu'elles ne sont pas mues seulement par le gain, mais par la volonté de promouvoir la culture, il est important de marquer une pause et que devant Sa Majesté, et cette fois-ci on a la chance d'avoir les majestés à la fois de Côte d'Ivoire et du Ghana, de marquer sa gratitude vis-à-vis de ses partenaires. Outre les entreprises et institutions partenaires, ce sont 1100 bénévoles et près de 5000 visiteurs à chaque journée qui participent à la bonne marche de l'Abissa 2024. Ils sont en Turquie pour comprendre la lettre de Saint Jean aux 7 églises de l'Apocalypse. Des chrétiens ivoiriens mis en voyage spirituel par l'État de Côte d'Ivoire fortifient leur foi par la découverte d'autres vestiges du christianisme. Ainsi ont-ils découvert le monastère de Gorem et la ville souterraine de Nefchir, deux marques de foi et de l'évangélisation. Envoyés spéciaux, Léon Brou et Diamasso. Gorem, région turque de Cappadoce, ce décor pittoresque à la loupe des pèlerins ivoiriens mobilisés par la Direction générale des cultes. Bienvenue au monastère troglodyte, une mosaïque de résidence pour moines et d'églises creusée dans les roches volcaniques sous l'impulsion des trois pères cappadociens. Le monastère troglodyte de Gorem, c'est plus de 60 églises sur le millier de la Cappadoce au IVe siècle, mais à ce jour, aucune fonctionnelle. En 1923, lorsque la République turque a été fondée, il y a eu échange de population entre la Grèce et la Turquie. Donc les chrétiens qui étaient là sont partis en Grèce et les musulmans qui étaient en Grèce sont venus ici. Pour autant, Gorem, la manifestation de l'Évangile. Quand Christ va venir, est-ce qu'il va trouver encore des gens? C'est la question que nous tous nous devons nous poser. À tous les chrétiens, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, nous devons persévérer. C'est le lieu vraiment pour nous de remercier tout le gouvernement avec à sa tête le chef de l'État, tous ceux qui ont rendu possible cette mission. Autre localité, Nefchir, à la découverte de la ville souterraine. 30 de ce genre dans la Cappadoce, creusée avant Jésus-Christ et agrandie à la période chrétienne. C'est le refuge des chrétiens face aux persécutions et autres tribulations. Ils ont donné de leur vie pour préserver ce feu-là. Et ils nous ont passé ce feu. Et c'est à nous de pouvoir prendre soin de ce feu-là. L'Église a vécu avec des difficultés, mais Dieu étant Dieu, a toujours voulu que le christianisme prospère. Monastère troglodyte, ville souterraine, des preuves encore vivantes de l'évangile et de persévérance dans la foi, source d'inspiration pour 49 fidèles évangéliques, protestants et méthodistes, reconnaissant à l'État, bailleur du pèlerinage chrétien Tabernacle 2024. Je vous le disais en début d'édition, c'est le dernier week-end de campagne aux États-Unis. La course pour diriger le 20 janvier 2025 à la première puissance mondiale et succéder au président Joe Biden est l'une des plus épiques de l'histoire récente des États-Unis. La RTI est au cœur du dispositif, une étape importante de la démocratie américaine, avec notre envoyé spécial aux États-Unis, Michel Digré, qui est présent sur place pour nous faire vivre de bout en bout cette élection. On regarde son reportage. Dernier week-end de campagne, Kamala Harris et Donald Trump se sont livrés à une dernière passe d'armes en se présentant tous les deux en sauveurs des États-Unis à 2 jours d'une présidentielle qui tient le pays en haleine.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est si serré alors qu'on a en face deux candidats si différents. Mais bon, j'espère que le meilleur va l'emporter. Personne ne peut prédire l'issue du vote. On ne saura certainement pas les résultats le jour du scrutin. Peut-être dans la semaine ou celle d'après, il y aura probablement des contestations judiciaires et des recomptages. Plusieurs sujets d'intérêt pour les Américains ont cristallisé les attentions pendant les meetings. Tout ou presque oppose les deux candidats sur les thèmes majeurs abordés au cours de cette campagne électorale. Sur la question, par exemple, de l'économie qui a beaucoup cristallisé les débats, Donald Trump et Kamala Harris ont des recettes divergentes pour relever le pouvoir d'achat des Américains après 3 années de forte inflation. Donald Trump, qui comme président avait réduit le taux d'imposition des plus riches et des entreprises, a promis des droits de douane de plus de 10% sur toutes les importations, ce qui pourrait lui permettre de financer une large baisse d'impôts. De son côté, la démocrate Kamala Harris veut créer une économie des possibles. Elle promet une aide à la cession à la propriété immobilière et un coup de pouce à la création d'entreprises. À quelques encablures de la Maison-Blanche à Washington, des Américains donnent de la voix pour plus de liberté et de justice sociale. Je ne veux pas que les droits soient retirés aux ressortissants africains, à ceux du Moyen-Orient, aux Latinos, aux Caribéens ou à certains groupes asiatiques. La vice-présidente démocrate qui pourrait devenir la première femme présidente des États-Unis et l'ancien locataire républicain de la Maison-Blanche qui rêve d'y retourner n'ont plus que quelques heures pour convaincre les indécis. Ne manquez surtout rien des élections américaines sur RTI 1. On y va maintenant et sans plus attendre pour le 7 sur 7, le tour du monde de l'actualité avec Jean-Marc Djadji. Vainqueur de l'Euro 2024 avec l'Espagne, le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, a dévancé le Brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, qui a remporté la Ligue des Champions. Un classement scandaleux selon le Real, qui a boycotté la cérémonie de remise des trophées. La Corée du Nord a envoyé près de 10 000 soldats s'entraîner en Russie selon le Pentagone, une estimation 3 fois plus importante que la précédente au moment où l'OTAN et l'Union européenne s'inquiètent d'une dangereuse escalade. Le gouvernement espagnol a annoncé mercredi 30 octobre un deuil national de 3 jours à la suite de la dépression atmosphérique, des tornades et des inondations dramatiques qui ont fait près de 100 morts dans l'est et le sud du pays. En Malaisie, le pillage du fonds souverain continue de faire des vagues. Un tribunal de Kuala Lumpur a décidé que l'ancien Premier ministre Najib Razak devra se défendre pour abus de pouvoir et blanchiment d'argent liés à ce scandale de corruption aux ramifications planétaires. Ce verdict met fin aux espoirs de l'ex-homme fort de la Malaisie d'être acquitté dans ce que l'on appelle l'escroquerie du siècle. Le commandant malien Daouda Konaté, secrétaire général du syndicat des surveillants de prison, a pu être localisé. Porté disparu depuis vendredi 25 octobre, il a été mis sous mandat de dépôt et inculpé depuis mercredi 30 octobre pour atteinte au crédit et à la sûreté de l'État. L'armée israélienne a indiqué avoir capturé un agent de haut rang du Hezbollah libanais lors d'une opération menée par une unité d'élite au nord de Beyrouth. L'homme a été transféré sur le territoire israélien et fait actuellement l'objet d'une enquête. Aux États-Unis, c'est le dernier week-end avant la présidentielle. Donald Trump a tenu un meeting en Caroline du Nord avant d'en faire un deuxième en Virginie. Pourtant, pas un État clé. Kamala Harris, elle, était en Géorgie et à Atlanta. Les démocrates présents à Atlanta ne sont pas unanimes sur une possible victoire de Kamala Harris.
Ainsi va le monde. Le moment que vous attendiez est enfin arrivé. Retrouvez à compter de demain lundi 4 novembre nos quotidiennes Matin Bonheur dès 7h et l'émission de lancement de ce midi à 11h30. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une agréable rentrée télévisuelle sur RTI 1 et une agréable soirée également. Bonsoir.